Coucou les trites, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial pour moi. On va parler de mes progrès en dessin et peut-être en animation. On verra ce que le temps nous permet de faire. Mais en tout cas, aujourd'hui je voudrais vous parler du dessin et de la façon dont j'ai appris à dessiner au Japon et de ce que ça m'a appris d'apprendre à dessiner au Japon. À savoir que je suis quelqu'un qui adore dessiner et qui a toujours voulu dessiner mais qui a dû arrêter parce que la carrière et la vie a voulu que. Je vais aussi vous parler un peu des difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'étrangère au Japon dans le monde du dessin et ou de l'animation, et je vais vous parler un peu de d'où ça me vient et de pourquoi j'ai dû arrêter à un moment donné de m'intéresser au dessin et quel impact ça a eu sur la façon dont je dessine aujourd'hui. Voilà. Laissez-moi d'abord vous parler de BetterHelp qui est le sponsor de cette vidéo. Pour rappel, BetterHelp est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui vous met en contact avec un thérapeute certifié, français, adapté à vos besoins. Et pas juste le premier disponible ou celui qui est le plus proche géographiquement. Il y a plus de 350 thérapeutes et ils sont inscrits à l'agence régionale de santé. Ils appliquent la même déontologie stricte pour les thérapies en ligne qu'en cabinet. Les thérapeutes BetterHelp sont des psychologues cliniciens et psychothérapeutes, tous qualifiés pour proposer un accompagnement psychologique adapté à vos besoins et à votre situation personnelle. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi en fait quand l'hiver il arrive, j'ai une grosse baisse de morale parce que il fait noir très tôt, surtout au Japon, il fait noir genre à 3h de l'après-midi et il fait froid. Je déteste le froid. Mon air conditionné est cassé en bas, je n'en peux plus. Je suis triste. Ça ne se voit pas, je suis tristesse. Et ce sont les moments les plus importants, il faut prendre soin de sa santé, soin de son corps, mais aussi soin de son cerveau. Du coup, c'est vraiment super que BetterHelp soit en ligne parce que ça vous permet de suivre une session depuis la maison et vous devez pas vous déplacer, vous devez pas sociabiliser, vous devez pas sortir dans le froid. Et en plus, c'est encore mieux si vous trouvez pas de thérapeute près de chez vous, ce qui est mon cas d'ailleurs. J'ai pas de thérapeute près de chez moi qui soit francophone. Et donc moi, j'ai une psy en ligne qui m'a été conseillée par un proche parce qu'ici au Japon, c'est littéralement impossible de trouver quelqu'un qui me convient. Mais si j'avais pas eu cette option, je serais passée par BetterHelp. Ma thérapie se passe vraiment très bien, c'est devenu une petite habitude qui me permet de me vider l'esprit et de parler un peu des choses qui me rendent un petit peu anxieuse. Surtout quelqu'un qui va pas vous juger, c'est très important, et quelqu'un qui peut pas aller répéter vos histoires à tout le monde. Avec BetterHelp, vous pouvez choisir d'effectuer vos séances par message, par visio ou par appel en fonction de ce qui vous met le plus à l'aise, et en plus c'est très flexible. L'inscription sur BetterHelp se fait très facilement. Après avoir répondu à un petit questionnaire pour partager vos besoins, vos préférences, vos attentes, BetterHelp vous met en relation avec un thérapeute qui est adapté à votre profil. BetterHelp ne vous met pas avec n'importe quel thérapeute le premier disponible. C'est tout à fait le contraire, le système choisit vraiment quelqu'un qui est adapté à vos besoins et à vos préférences. Vous pouvez même échanger avec votre thérapeute entre les séances par message écrit. Vous pouvez écrire quand ça vous convient et il vous répondra dès qu'il le pourra. Si le thérapeute qui vous a été attribué ne vous convient pas, vous pouvez facilement demander à changer de thérapeute. C'est très simple et sans frais supplémentaires. En un clic. Bien sûr, ça peut arriver que le courant ne passe pas parce que c'est une question de feeling. Ça a été mon cas à plusieurs reprises. Il faut absolument changer dans ce cas-là, c'est très important. Il faut faire quelques essais pour trouver la bonne personne pour vous, c'est normal. Si vous pensez qu'une thérapie pourrait vous faire du bien et que vous souhaitez essayer BetterHelp, cliquez sur mon lien dans la description ou visitez mon lien ci-dessous, betterhelp.com/zoevideo. Mon lien vous permet de soutenir la chaîne, mais surtout, vous donne une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp, afin de pouvoir commencer une thérapie avec un professionnel. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré les dessins animés, voilà, les cartoons, plus précisément. J'ai été littéralement élevée par Cartoon Network. J'ai adoré le laboratoire de Dexter, Samurai Jack, tout ce qui était Genndy Tartakovsky, tous les Butch Hartman aussi, j'aimais bien Mes parents sont magiques, qui arrivait quand même un petit peu plus tard. J'ai toujours été attirée en fait par ce genre d'animation qui était un peu craque dedans. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien l'idée que, en fait, vous voyez, on dessine, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est l'idée qui m'a toujours fait vibrer quand je regardais des dessins animés depuis toute petite. Vous voyez, par exemple, les dessins animés du style Scooby-Doo, ça m'intéressait beaucoup moins parce que je trouvais que les personnages étaient très proches de ce à quoi on ressemble déjà nous. C'est trop bizarre, hein. Et c'est pas du tout une critique, hein. C'est juste les choses qui m'attirent. C'est les choses où on dit, vous savez quoi? Moi, j'ai décidé que ça, c'était une main. Et ça ressemble pas à une main, mais moi, j'ai décidé que ça, c'était une main. C'est pour ça que le concept d'Hello Kitty, j'aime bien aussi, parce qu'en fait, quand tu regardes Hello Kitty, t'as pas l'impression que c'est un chat. Bon, après, il y a une légende sur internet qui dit que c'est une petite fille. Admettons, Hello Kitty, si tu réfléchis bien, maintenant, tu sais, t'as intégré dans ton cerveau que Hello Kitty, c'était un chat. Mais si tu regardes vraiment, elle a rien d'un chat. C'est une boule avec deux triangles là, des tout petits yeux comme ça, peut-être des lignes sur le côté, mais c'est notre cerveau, en fait, on a tellement intégré l'idée que Hello Kitty était un chat, parce que ça nous a été présenté comme ça, et que c'est aussi
aussi le médium standard sur lequel on se repose quand on veut dessiner un chat pour les enfants maintenant, mais ça aurait pu être autre chose. On aurait pu dessiner des chats complètement autrement, mais on dessine des chats comme ça. Pourquoi ça ressemble pas à un chat? Et du coup, c'est pour ça que moi, tous les trucs en mode, voilà, ça c'est un garçon, mais genre il est beaucoup plus petit que tout le monde, et il a la tête toute plate au-dessus, et il est tout carré, et il a pas de cou, et c'est pas grave en fait, parce que notre cerveau intègre que, ok, ce personnage-là, c'est Dexter. C'est ses lunettes, mais ses lunettes bougent en même temps et tout, enfin, je veux dire, ses lunettes sont ses yeux. J'adore l'idée, ça m'a tout de suite retourné le cerveau quand j'étais petite, et du coup, tous ces dessins animés-là, pour moi, ça a très bien marché avec mon cerveau. En grandissant, j'ai découvert les Hayao Miyazaki, évidemment, qui sont trop beaux, que j'adore aussi. Bizarrement, ça me dérange pas du tout qu'ils aient l'air vachement plus humains. D'ailleurs, je trouve que le style de Scooby-Doo, vous allez pas être d'accord avec moi, mais je trouve que le style, par exemple, de Scooby-Doo et le style de Hayao Miyazaki, juste le dessin, quand tu prends juste le personnage, il est un peu similaire, parce que ça reste des humains très humains, avec des yeux qui ont encore des tailles normales, des proportions normales, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, en fait, ce qui m'a touchée dans Hayao Miyazaki, c'est que c'est aussi l'idée que c'est un dessin animé, donc on fait ce qu'on veut. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une liberté d'expression dans les Hayao Miyazaki qui est dingue. On peut décider que voilà, ce personnage-là, il existe de cette façon-là. C'est pas aussi simple que regardez, c'est un chien qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quelque chose que même les enfants, ils peuvent s'imaginer, ah, c'est un chien qui parle. Alors que dans l'univers d'Hayao Miyazaki, il invente vraiment plein de choses qui font que son univers fonctionne parce que voilà, c'est comme ça, cette créature-là, elle existe et c'est comme ça et on l'accepte en fait. C'est ce genre de créativité qui me fait vibrer. Et ça a toujours été ce qui m'a attirée dans les dessins animés. C'est le fait que les dessins animés n'ont pas de limite. En fait, tu peux faire ce que tu veux avec un dessin animé. Vous allez me dire, on peut faire ce qu'on veut maintenant avec les effets spéciaux aussi. Pardon, je me suis mordue. Et c'est vrai, avec les effets spéciaux, la 3D et tout, mais moi, j'ai pas grandi avec cette 3D là. J'ai grandi avec une 3D qui semblait très limitée, qui donnait l'impression que les options n'étaient pas aussi infinies que les dessins animés, et ça m'est resté au niveau des dessins animés. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours énormément dessiné. Depuis toute petite, les dessins animés m'ont toujours intéressée. Je disais depuis que j'étais toute petite aussi que je voulais faire de l'animation. J'ai toujours voulu faire ça. Je me souviens même de cette conversation avec ma mère dans la cuisine qui me disait, mais tu sais, l'animation, c'est dessin par dessin par dessin par dessin, parce que je lui avais demandé comment ça fonctionnait. Et elle m'avait dit ça, et j'étais là genre, waouh, c'est incroyable, c'est trop bien, c'est génial! Et j'ai même fait, quand j'étais toute petite, des petites animations que je faisais dans ma chambre sur Paint. Et j'animais sur des chansons. Et je dessinais chaque dessin. Et en fait, je faisais bouger la bouche de mon dessin sur Paint et j'appuyais sur la flèche avancée pour le faire bouger mon personnage en fait. Parce que j'aimais trop ça. Malheureusement, la vie a fait que. La vie a fait que j'ai dû faire un choix. J'ai toujours été douée dans 3 choses. La musique, le dessin et les langues. Et qu'est-ce qui était le plus susceptible de rapporter de l'argent à l'époque? Les langues. Et donc je me suis directement plus orientée vers ça pour mes études et tout. Et c'est vrai que à partir de l'université, j'ai commencé à dessiner de moins en moins. J'avais 17 ans, c'était plutôt jeune. J'ai arrêté de dessiner, globalement. Et après l'université, je suis partie directement au Japon pour travailler. Et en travaillant au Japon, bah, j'avais vraiment plus le temps de dessiner. C'était vraiment quelque chose que j'avais globalement abandonné, même si je dessinais de temps en temps parce que ça restait une passion et un hobby. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je savais dessiner plus ou moins bien. En gros, j'ai gardé le même niveau entre, je pense, mes 10-11 ans et récemment, donc mes 30 ans. J'ai repris le dessin à 30 ans parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire et que j'ai jamais vraiment arrêté de dessiner. J'ai toujours essayé de rapporter le dessin sur le devant de la scène, que ce soit sur YouTube. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait cette vidéo en mode je dessine Gaël Garcia Diaz, je dessine Lena Situation. J'avais fait ce genre de vidéo parce qu'en fait, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours essayé de le ramener plus ou moins sur le devant de la scène. J'avais même créé un compte dessin sur lequel vous pouviez aller voir quelques dessins que je faisais, qui est assez vieux déjà, qui s'appelle La Touffe de Poil, qui s'appelait La Touffe de Poil, maintenant ça s'appelle de sable et de sang projet, excusez-moi. J'ai toujours vraiment essayé de continuer de dessiner. Sauf que ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai écrit mon livre de sable et de sang, qui est juste là, qui est disponible sur Amazon. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Parce que je suis pas quelqu'un qui lit énormément de livres, je suis pas quelqu'un qui est passionné par l'écriture. C'est très bête et c'est très triste, c'est que de base, dans ma tête, De Sable et de Sang était un dessin animé. Du haut de mes... J'avais quel âge? Je sais plus que j'avais quel âge, mais j'avais peut-être 30 ans. Du haut de mes 30 ans, pour moi, le dessin, c'était plus vraiment une option. Je me voyais pas comme quelqu'un de talentueux en dessin anymore. Je me voyais plus comme quelqu'un de talentueux en dessin. J'avais pas le niveau pour faire de l'animation, j'avais pas le temps de
faire de l'animation parce que ça prend énormément de temps de faire de l'animation. Je savais même pas par où commencer et du coup comme j'avais vraiment envie que ce projet sorte de moi, j'en ai fait un livre qui s'est plutôt bien vendu, que vous avez plutôt bien aimé, même si je suis pas une grosse écrivaine ou que je suis pas une fan de livres ou quoi. Mon histoire je l'aime, mes personnages je les aime, tout simplement. J'avais un message à faire passer, que je pense qu'il est très bien passé. Il y a un message, là je suis en train d'écrire le tome 2, dans lequel il y a aussi un message à faire passer. Et en fait, le livre, j'avoue que moi ça m'a fait mal au cœur de voir qu'il a quand même eu une vachement bonne réception pour un livre, à savoir qu'un livre comme ça qui n'a rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne YouTube, donc rien à voir avec le Japon et tout, il y a quand même des gens qui ont aimé et je me suis dit mais en fait ça aurait pu être un dessin animé et ça aurait marché mieux parce que les livres ne s'achètent pas tant que ça finalement. Il y a moins de gens qui lisent de livres que de gens qui regardent de dessins animés. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression là, mais je suis à peu près sûre que c'est vrai. Et là j'ai eu très mal au cœur et j'ai voulu commencer à faire des illustrations, machin, et je vous avoue que toutes ces années sont passées, j'avais oublié Cartoon Network, les vieux dessins animés, tout ce qui m'intéressait. Et c'est là qu'est sorti le pilote de Has-Been Hotel sur YouTube, qui reprend tous les codes de l'animation de mon époque. Et que j'ai du coup adoré. On s'en fout de la forme de qui, de quoi, de où. On s'en fout de comment ça marche. On a décidé que ce personnage était comme ça, on a décidé que ce personnage était comme ça. On l'anime de cette façon-là, lui il bouge de cette façon-là. C'était fun, c'était coloré. J'ai cliqué directement avec ça et j'ai directement été complètement soufflée par une chose en particulier, c'était que c'était sur YouTube et que ça cartonnait. Et j'étais là, en fait, des youtubeurs peuvent faire des dessins animés qui cartonnent et puis elle a été rachetée, donc Viviane Medrano, la créatrice, a fait un contrat avec Amazon et ça a été aujourd'hui, on parle de la série qui a été le plus attendue dans le Guinness, le record, le World Guinness, je sais pas comment ça s'appelle, série la plus attendue de 2025. Parce que la meuf a voulu faire un dessin animé sur YouTube avec les codes des vieux dessins animés. Et pour moi, ça a juste montré qu'en fait, il y avait encore un public pour ce type de dessin. J'ai eu fort l'impression pendant une époque que tout était manga. C'est ça que je veux dire. Tout est manga, tout est animé. J'ai l'impression que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est manga et animé. Et j'ai rien contre les mangas et les animés. Mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je suis très manga, lire manga, mais je suis pas très animé. J'accroche pas. Chacun son truc, hein, écoutez. Mais moi, j'étais au Japon. Et c'est là qu'on arrive, le pays des animés et des mangas. Et j'ai voulu reprendre le dessin en voyant ce que Viviane Medrano a fait avec Has-Been Hotel, qui était maintenant sur Amazon et qui était super, j'ai beaucoup aimé. Je me suis retrouvée un peu perdue parce que je me suis dit j'ai vraiment envie de reprendre très sérieusement le dessin. J'ai envie en fait de devenir illustratrice. Voilà, j'ai envie que mes dessins fassent pro, j'ai envie de devenir bonne en ça parce que j'étais bonne dans ça pour mon âge avant et j'ai envie d'être bonne pour l'âge que j'ai actuellement dans ce que j'ai envie de faire. Voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire des belles illustrations. C'était vraiment, j'ai envie de pouvoir avoir cette liberté de créer mes personnages comme j'en ai envie, dans la forme dont j'en ai envie et de faire ce que je veux avec en fait. D'avoir full liberté sur les vêtements, sur les couleurs, sur les positions. J'avais vraiment envie de cette liberté-là. Sky is the limit avec l'animation. C'est vraiment ça. Ton temps et le ciel, c'est la seule limite parce qu'en fait, tu peux faire littéralement tout ce que tu veux en animation. Malheureusement, au Japon, c'est pas du tout la même mentalité. Et donc, je me suis inscrite parce que j'avais pas le choix. Il faut savoir que quand j'habitais aux États-Unis, quand j'étais à Atlanta, mon mari m'avait proposé, il savait que j'aimais l'animation déjà à ce moment-là, donc il y a 10 ans, et il m'a dit, est-ce que tu veux t'inscrire à cette école d'animation qui est là? Et en fait, je voulais pas parce que j'avais pas mon permis de conduire. Et je voulais pas prendre le train et je voulais faire un enfant. Donc j'étais là, ça va pas être possible. En plus, les inscriptions dans les écoles aux États-Unis sont pétées chères, donc j'étais là, en fait non. Et du coup, en rentrant au Japon, maintenant que Momo était plus grande, je me suis inscrite dans une école vocationnelle, professionnelle, une école professionnelle, je sais pas comment ça s'appelle, une école privée professionnelle que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, Human Academy. Human Academy, beaucoup de gens n'ont pas eu l'air de comprendre ce dont il s'agissait, même des gens qui apparemment allaient à Human Academy, parce que j'avais fait à l'époque sur Instagram une vidéo où je disais je vais dans une école d'illustration et tout est animé manga. Et les gens commencent à dire oui, mais en même temps, Human Academy c'est une école d'animé manga. Non, c'est pas vrai. Genre, de facto, c'est quelque chose de faux. Même des gens qui disaient, oui, mais moi, je vais à Human Academy et c'est une école de manga. Non, pas au Japon. Au Japon, c'est une école professionnelle, de réorientation professionnelle, qui propose plein de choses. Ça propose même des trucs en sport, ça te propose des cursus en coiffure, des cursus en voix, et pas des voix d'animé, des voix pour des films, des trucs en informatique, ça propose des formations en jeux vidéo, ça propose plein de trucs. C'est pas juste animé manga. Il y a une section animé manga. Moi, j'ai pris la section
illustration, pas manga. Comme ça c'est clair, parce que je sais que t'as des gens qui vont dire oui mais moi j'ai été à Human et peut-être qu'en France il n'y a que l'option manga, mais au Japon c'est une école de réorientation professionnelle qui recouvre plein de professions. Je sais pas si je suis très claire, est-ce que ça a du sens ce que je dis? Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'essaie d'expliquer. Quoi qu'il en soit, malgré le fait que j'étais dans mon cours d'illustration, très vite ma peur s'est confirmée. Ce n'était que des illustrations manga. Et principalement des filles kawaii avec des oreilles de lapin. C'était juste ça. J'ai été à une formation à un moment donné, parce qu'il y avait des cours à côté qui sont des formations qui sont en fait des séminaires, je crois que ça s'appelle, bref. Et pendant le séminaire, il fallait projeter. Donc on avait un thème avec des saisons et il fallait projeter en fait son truc sur le tableau et la prof faisait des commentaires par rapport à ça, c'est pas important. Je vous jure sur ma vie que tout le monde a fait exactement la même chose. Sans se concerter. Peut-être à la couleur près, mais le visage était exactement le même. L'expression faciale, c'était pour tout le monde, c'était genre, vous voyez ce truc-là? Je rigole comme ça. En vrai, j'ai rien contre ce style de dessin-là. C'est juste que c'est pas le style de dessin qui m'intéressait. Moi, en fait, ce que je pensais, sincèrement, en allant dans cette école et en choisissant la section illustration, je pensais sincèrement que j'allais voir plein de trucs, que j'allais voir plein de styles différents, que j'allais voir des choses inspirantes, en fait. Je dis pas que les dessins manga sont pas inspirants, que les dessins dessins des animés japonais sont pas inspirants. C'est pas du tout ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'avais envie de voir d'autres choses parce que c'est plus inspirant pour moi de voir des choses très différentes. J'adore voir des choses différentes. Est-ce que ça a du sens ou pas ce que je dis? Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens vont être outrés par mon commentaire sur les animés. Mais disons que j'ai l'impression que les animés ont des codes et c'est très japonais. Je l'ai appris à mes dépens en allant à l'école au Japon. Donc c'est très important, c'est qu'en fait, ça rentre dans des cases extrêmement strictes. On vous apprend au Japon, en tout cas dans l'école dans laquelle j'ai été, à vraiment cocher des cases sur une liste, à faire des check, est-ce qu'elle est comme ça, check, est-ce qu'elle est comme ça, check, est-ce qu'elle est comme ça, sinon c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très typique de la mentalité au Japon qui est en fait très homogène. On veut pas trop sortir du lot, on veut faire ce que tout le monde fait. En plus, si tu veux te vendre dans l'industrie, t'es obligé, entre guillemets, à la même manière que YouTube finalement, de faire ce que les autres font aussi et de faire ce que les gens veulent, du coup veulent déjà et connaissent déjà. Et du coup c'est des filles kawaii animé manga. C'est pas la faute des gens, mais c'est juste que moi je trouve que ça bride la créativité de toujours voir la même chose. Je pense qu'on apprécie tous. Je pense que c'est humain d'apprécier, voir quelque chose, poser ses yeux sur quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est ce que je voulais faire. Je pensais que j'allais aller dans cette école et rencontrer des gens qui créaient des choses auxquelles je n'aurais pas pensé déjà. Une meuf kawaii avec les cheveux roses et des oreilles de lapin en kimono, c'est pas l'idée du siècle, on va dire. Ça a déjà été pensé, repensé. C'était peut-être l'idée du siècle il y a 20 ans. Aujourd'hui, combien il y en a pas sur les réseaux? C'est ça que je veux dire. C'est très beau, mais ça casse pas trois pattes à un canard quand on l'a vu déjà 1 million de fois. Et c'est ça l'idée, et c'est ça qui était différent sur Cartoon Network, c'était que chaque dessin animé, tu peux pas comparer par exemple Ed, Eddy au laboratoire de Dexter. C'est pas du tout la même chose, ça aurait pu être la même chose au niveau visuel, mais ça l'est pas. Et j'ai l'impression que c'est ça qui a très vite pêché pour moi. Et très vite, ça a été vers ça. Les profs ont très vite commencé à nous proposer des codes, tout était codé, animé, manga. Et j'étais là genre, ok, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris énormément de choses sur les animés et les mangas, du couille, mais j'ai appris énormément de choses aussi dans le dessin. J'ai appris plein de techniques, j'ai appris les techniques que les Japonais utilisent et apprennent pour faire de l'illustration. J'ai appris à utiliser Clip Studio, qui est le logiciel par excellence ici. C'est le logiciel, c'est Dieu, ce truc-là. Clip Studio Paint qui est un enfer à utiliser. Et donc j'ai appris à utiliser ce logiciel, ce qui donne quand même l'impression que je suis vachement plus pro aujourd'hui, rien que parce que j'ai utilisé ce logiciel vachement bien. Genre, je gère le logiciel vachement bien. Et ça, c'est un truc, c'est une qualité que les Japonais, ils ont, c'est que ils sont très méticuleux et minutieux. Donc directement, t'arrives, comme c'est une école vocationnelle, en fait, la plupart du travail, tu dois le faire toi-même. Disons qu'ils te mettent, t'arrives en classe, boum, tu perds pas 3 secondes de ton temps. Pour faire ça, tu dois faire ça. Pour faire ça, tu cliques là, tu cliques là, tu cliques là, tu vas là, tu cliques comme ça, tu dessines comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Et ce qui était très bien aussi, c'est que du coup, j'ai eu plusieurs profs. Et ma prof principale, Ishi Sensei, elle était vraiment super aussi parce que c'était une vraie artiste. Ce que moi je considère une vraie artiste. C'est pas moi qui décide qui est un vrai artiste et qui est un artiste en carton, ok? Mais ce que je considère un vrai artiste, c'est quelqu'un qui favorise l'art à la technique, qui fait fi
des cases. Et c'était la seule prof que j'avais qui était comme ça. Tous les autres profs c'était... J'ai eu un prof que j'aimais pas d'ailleurs, qui lui c'était en mode voilà, pour dessiner une personne âgée, vous faites comme ça. Sinon c'est pas une personne âgée. Pour dessiner un enfant, vous faites comme ça. Donc directement, pour faire un enfant, il faut que sa tête soit plus grosse et plus ronde. Et ses yeux sont plus grands. En fait, je fais un enfant comme je veux, frère. C'est des dessins. Tu t'énerves pour rien, là. Oh, pour dessiner une montagne, il faut que ce soit comme ça. Frère, t'as vu la montagne dans Nightmare Christmas machin, là? Dans les Tim Burton, t'as vu la montagne à quoi elle ressemble? De quoi tu parles? Je fais une montagne comme Tim Burton, je fais une montagne en carré. Si j'ai décidé que ma montagne, elle était carrée, elle sera carrée. Oh! Il était vraiment comme ça. Par contre, ma prof principale, si j'invente, si je dessinais ma montagne carrée, elle allait venir, elle allait dire « Ah, c'est une bonne idée, c'est vraiment sympa !» Et pas en mode hypocrite japonais, mais vraiment en mode, parce que ça fait suffisamment longtemps pour que je me rende compte, ok, voilà, elle me fait marcher, et ça c'est, voilà. Alors ça c'est vraiment une bonne idée, c'est sympa, c'est original, j'aime bien et tout. Et en fait, elle va pas commenter sur les cases, sur ce qui va te checker pour rentrer dans les cases, elle va commenter sur comment la personne visualise le dessin. Et ça, c'est très important. Elle disait, oui, juste là, on voit pas très bien ce qui se passe. Peut-être ajouter un peu de clarté. Oui, juste là, est-ce que tu augmenterais pas un peu cette couleur-là parce que ça paraît un peu fouillé? Oui, là, par contre, un peu de lumière parce que tu vois, du coup, la lumière vient de là. Donc, ce serait intéressant que tu essayes quelque chose à ce niveau-là. Ta montagne, est-ce que tu rajouterais pas de la texture? Des trucs comme ça, vraiment des réflexions, en fait, intelligentes et créatives et artistiques et pas juste technique en mode mais c'est pas comme ça qu'on fait. Ça j'ai horreur de ça, mais c'est pas comme ça qu'on dessine un chat. Et j'avais un prof comme ça et il me sortait du cul, littéralement. Il me sortait du cul. Et en fait, c'est juste ma prof, je soupçonne qu'elle était pas vraiment comme tout le monde. On sent qu'elle est pas vraiment comme tout le monde et que c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait les cours à Human Academy et tout machin. Quand je dis pas comme tout le monde, je parle vraiment neurologiquement parlant, j'ai pas l'impression qu'elle était connectée comme tout le monde dans sa tête. Comme le japonais moyen ou comme le random moyen, tu vois. Je pense que c'était une personne un peu particulière dans sa tête aussi déjà et c'est quelque chose dont j'ai bénéficié énormément et je suis très contente qu'elle ait été ma professeure principale parce que j'ai eu très peur pendant un moment, vraiment. Et j'aurais pu me retrouver vraiment avec un prof qui regarde et qui dit mais enfin, une montagne c'est pas carré, ça existe pas. Dans les mangas on dessine comme ça. Ou alors tu peux imiter celui-là qui fait ça, ou tu peux imiter un tel qui fait ça. J'avais un prof qui parlait énormément de voilà, lui il fait ça comme ça. Et c'est bien, il faut faire comme ça. Mais je vous jure que c'est pas quelque chose que j'invente. Et ça, c'était très frustrant. Mais très japonais. La règle, c'est de faire comme ça. On se pose pas de questions. On fait comme ça. Si quelqu'un a décidé que c'était comme ça, alors tout le monde doit faire comme ça. C'est très spécial. Et pourtant, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui sortent du lot et qui créent des choses différentes. Parce que sinon, Hayao Miyazaki, il n'était pas sauvé. Parce que finalement, quand tu regardes ce qu'Hayao Miyazaki fait, c'est pas du tout des animés. On appelle ça un... Je sais même pas si ça s'appelle un animé, les films Ghibli. Parce qu'ils correspondent pas du tout au code de l'animation des dessins animés japonais. Vous voyez ce que c'est même pas fait de la même manière, c'est même pas le même nombre de frames. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est plus un style occidental quand vous regardez les dessins des Hayao Miyazaki. Ça pourrait presque être quelque chose de similaire à Disney en fait, quand vous regardez bien. C'est pas du tout les filles kawaii avec des gros yeux et des petites jupes et à crier « Ah, dans toute la journée et avec des mecs quand ils parlent ils font comme ça, désolé mais c'est parce que c'est ça qui m'horripile en fait dans les animés, les mangas, et alors qui bougent presque pas et qui parlent comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout ça les Hayao Miyazaki. Donc il y a plein de gens en fait qui sont capables de sortir du lot et de se faire apprécier au Japon. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, notamment les gens qui aiment l'art, qui s'intéressent à ce qui sort du lot en fait. Mais la grande et écrasante majorité des gens se font avaler par tout ce qui est règles et ça doit être strict et on doit tous faire comme ça. Je sais pas comment ça se passe en France. Mais ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a très très fort marqué au Japon. Et aussi pour la petite anecdote, il y a eu cette grande question de est-ce que les personnages d'animés sont basés sur les étrangers. Puis t'as eu tout ce débat en ligne, j'avais vu qu'il y avait pas mal buzzé en disant non, c'est pas vrai, les personnages d'animés sont basés sur des chats, nanana. C'est vrai, les personnages d'animés sont complètement basés sur les étrangers. Voilà. Quand les personnages d'animés sont basés sur des japonais, ça se voit. Les personnages d'animés sont basés sur le physique étranger. On me l'a dit. Les profs me l'ont répété. J'ai plusieurs profs différents qui me l'ont répété sans savoir que j'étais étrangère parce que j'ai une partie de mes cours qui se font en ligne, un cours préenregistré qui repasse tous les ans pour plein d'autres élèves. Il dit voilà, donc si vous observez les étrangers, donc en fait quand ils sont de profil, vous voyez qu'ils ont la double paupière et c'est pour ça que vous devez dessiner ça comme ça à ce moment-là. Si vous observez les étrangers, en fait leur nez il est plus comme ça, leur visage il est plus comme ci. Et c'est arrivé à plusieurs reprises.
Franchement, j'ai dû entendre au moins 100 fois. Oui, du coup, les étrangers, mais du coup, si vous voulez dessiner un japonais, vous devez faire comme ça. Et là, c'est un autre style de dessin tout d'un coup. Et ça se voit. Vous voyez, si vous voulez dessiner quelqu'un de vraiment typiquement japonais, c'est un autre type de dessin. Je me souviens plus quoi, mais parce que ça m'intéressait pas vraiment. Mais donc, si, clairement, l'idée, ça a toujours été, voilà, donc les étrangers. Il y a même un cours, j'ai même eu un cours en présentiel où ils expliquaient qu'en fait, si on se basait, c'est affreux, hein, mais je vous jure que c'est vrai, c'est ce qu'on m'a dit, enfin j'étais là, j'invente pas. Le prof expliquait qu'en fait, c'était mieux de se baser sur les proportions des étrangers pour faire les corps des personnages d'animé, parce que c'est plus joli. Donc devant moi, hein, pourtant moi j'ai pas du tout un corps. Donc c'était pas pour... j'ai des jambes très courtes et tout, donc... Mais c'était pour... Il parlait de la longueur des jambes. De la longueur des jambes, de la longueur du torse et de la longueur du cou. Parce que soi-disant, c'est pas moi qui le dis, soi-disant, les japonais sont plus courts. Désolée de le dire comme ça. Donc ils ont le cou plus court, le torse plus court et les jambes plus courtes, et du coup c'est moins joli, j'en sais rien. Et du coup c'est mieux, si vous voulez dessiner un corps, d'aller chercher des modèles étrangers, occidentaux, de préférence. Voilà, comme ça, le truc est réglé. Littéralement, c'est ce qu'on apprend aux gens à l'école. Ici, en tout cas dans l'école dans laquelle j'ai été. Donc le débat, je pense, dans mon cas, il est clos. Alors voilà la question que nous attendions tous. Quels sont mes progrès? De quelle manière est-ce que j'ai progressé? Comment est-ce que j'ai progressé? Est-ce que je suis satisfaite de mon progrès? J'ai énormément progressé. J'ai énormément travaillé pour m'améliorer. Je suis passée de ça à ça en un an et demi. Ce qui est quand même très très bien, je trouve. Je sais pas si quelqu'un qui regarde juste les dessins comme ça se dit ah oui c'est vraiment beaucoup mieux, ou ah non mais je préférais avant, j'en sais rien, mais au niveau de la technique, moi je peux dire, en comparant ces deux dessins, qu'il y a un énorme fossé de niveau entre les deux, et je savais même pas que j'arriverais un jour à devenir aussi bonne en illustration. Voilà, je suis vraiment super fière. Je pense que mes illustrations sont maintenant super cool et que je suis super douée. Désolée de dire comme ça. J'ai une très bonne compréhension des couleurs, je sais exactement ce que je fais, je peux dessiner exactement tout ce que je veux. Je suis très fière de mes personnages. Donc là, vous pouvez voir, c'est Laure, une petite Laure de Noël pour la saison, et j'ai dessiné Noëk de Noël également, qui sont deux personnages de mon livre. Et quand vous comparez à Laure d'avant que je commence Human Academy, c'était ça. Donc on a fait beaucoup de chemin et je suis trop contente, et c'est vraiment grâce à mon travail, mais beaucoup grâce à Human Academy et à mes professeurs qui étaient pour la plupart très très cool, sauf un ou deux qui étaient vraiment très très chiants. Mais la plupart étaient vraiment très ouverts, et voilà, même si ça les tiquait un peu, que ce soit un style différent. Ma prof principale, Ishii Sensei, elle était super fan de Noëk. Elle adorait Noëk. Genre à chaque fois elle me disait tu vas dessiner ton garçon là aujourd'hui. Elle aime beaucoup Noëk. Comment est-ce que ça s'est passé pour moi de passer donc de ça à ça? Ça s'est passé à force déjà de bien maîtriser le logiciel. Je pense que c'est hyper important de maîtriser son logiciel, parce que si t'es bloqué par ton logiciel, c'est trop con le temps que tu passes à chercher les boutons, un truc, et ça bug et tout. Non, gérer le logiciel pour moi ça a été primordial. Clip Studio donne, c'est pas une pub pour Clip Studio, mais en tout cas le logiciel que moi j'utilise, il donne énormément d'options pour créer plein de choses sympas. Donc c'est vraiment chouette, tu vois. Si aujourd'hui, si je pense à un truc, ah j'aimerais dessiner ça, je sais quelle technique je dois utiliser, combien de layers, j'arrive à voir dans mon cerveau, ok, si je fais ça devrait marcher. Vous voyez, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, je devais chipoter, ah mais ça marche pas, ah mais je dois essayer autre chose, et chipoter, ça pouvait me prendre des heures pour un truc que je pouvais faire. Ces illustrations-là, je pense que je dû les faire en 3 heures, quelque chose comme ça, ce qui est quand même long. Je suis quelqu'un de relativement lent, je les fais en 3 heures parce que je les fais dans le train. En général. Donc le temps du train c'est 1h30 aller, 1h30 retour pour aller à l'école d'animation. Donc déjà, gérer le logiciel. Quelque chose qui a été super important pour moi, c'est de lutter contre le bridage de la créativité. Genre j'ai lutté, je me suis pas laissée faire. Je me suis auto-convaincue que c'est pas parce qu'on disait que dessiner une fleur c'était absolument comme ça qu'il fallait le faire. Faire la couleur, cette couleur va absolument avec cette couleur là, donc tu dois faire comme ci, comme ci, comme ça. Je me suis auto-convaincue que c'était pas parce qu'on me disait que c'était comme ça que ça devait être comme ça. Voilà, c'était très dur. J'ai eu honte à beaucoup de reprises parce que en fait j'avais honte de montrer mes dessins parce que je savais qu'ils étaient moches et je savais qu'ils correspondaient pas du tout à ce que les gens s'attendaient à voir dans ma classe. Peut-être pas les gens au Japon, mais ce que les gens s'attendaient à voir. J'aimais pas quand les gens qui allaient en classe avec moi, ils me disaient je peux voir ton truc, et je leur montrais, ils étaient là genre ah, c'est pas une animé kawaii Gyu Ubu bizarre. Tu vois, donc moi j'étais là genre non.
J'ai dessiné énormément parce que ce genre d'école en fait vocationnelle, c'est la même chose. Hein. Là pour le moment, je vais à Yohani. C'est une école d'animation privée au Japon aussi, qui d'ailleurs met énormément d'animateurs dans le business. Hein. Genre mon prof, littéralement, il a animé sur le film de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. Voilà, je pose ça là. Jujutsu Kaisen, Naruto, Dragon Ball, tous ces gens-là, voilà, c'est mes profs. Donc... et il y a beaucoup de gens, en fait, si tu regardes Yohani, tu vas voir qu'il y a énormément de personnes. Si tu tapes sur internet, tu vas voir tous les gens qui travaillent dans l'industrie de l'animation. Donc c'est vraiment une porte vers l'animation. Mais ça veut pas dire que tu vas devenir animateur dans un studio après, mais disons que si t'es très très bon, t'as beaucoup de chance. Enfin, il y a beaucoup de très très bons animateurs qui ont été formés par Yohani. Donc c'est pour ça que j'y vais. Parce que c'est gage de confiance. Mais c'est le même principe que Human Academy. Donc c'est-à-dire qu'en fait, t'as des cours, mais en fait, la plupart du travail, tu dois le faire tout seul. J'imagine que c'est comme ça que les écoles d'art fonctionnent. Donc ça veut dire que je passe énormément de mon temps à dessiner et à animer. Maintenant, en animation, je suis passée de ça à ça. Ça, c'est ma dernière, que je trouve bien. Je pense que le fait d'être meilleur en illustration, mieux comprendre les couleurs et tout, ça aide énormément aussi. Et aussi, mieux comprendre le programme, ça aide énormément. Mais en fait, ça, c'est des choses, c'est pas des projets que mon école me demande de faire. En gros, mon école m'apprend des choses. Comme à Human Academy, on m'apprend à faire des choses et on me dit, voilà, tu t'entraînes à faire ça après. Jusqu'à la prochaine session. Et en fait, c'est comme ça. J'ai énormément... Franchement, je dessine tous les jours. Ça fait 1 an et demi que je dessine tous les jours. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il faut savoir que je suis le genre de personne qui est capable de dessiner sans interruption pendant 10 heures d'affilée. Ça me dérange pas du tout. C'est pour ça que les animations, là, ça me prend 3 jours, je m'en bats les couilles. Ça me dérange pas du tout d'animer pendant 3 jours. Je suis complètement faite pour ça. Je suis faite pour passer des heures sur un projet. Comme ça. Ça me détend, j'ai mon cerveau qui se vide, c'est agréable, j'adore voir Laure s'animer, j'adore Laure, c'est mon bébé d'amour, ok? C'est une connasse, mais je l'adore. J'adore mes personnages, j'ai de l'amour pour eux, j'adore pouvoir les faire vivre. Ça rend tout magique en fait. Ça me donne vraiment l'impression que le monde il s'ouvre à moi quand je peux dessiner Laure en petite mère Noël, tu vois, comme ça, et dessiner de sa tenue, de pouvoir décider vraiment de... Elle va bouger comme ça à ce moment-là. J'ai l'impression que l'univers s'ouvre à moi et que je peux donner la vie littéralement à quelque chose que j'ai créé dans mon cerveau, que je pensais qu'il n'existerait jamais et que les gens pourraient jamais vraiment voir parce que c'est dans ma tête. Et c'est une sensation incroyable parce que je sais que j'ai envie de pleurer parce que je suis émue. Ah, je vais pleurer, je suis émue, je suis désolée, je le fais pas exprès, mais ça monte. Je vais me retenir, je vais pas pleurer. C'est juste que rien que de pouvoir avoir cette liberté de dire Laure, elle est comme ça, elle se tient comme ça, et de pouvoir faire sortir, voilà, ça va mieux. De pouvoir faire sortir sa personnalité, de pouvoir l'habiller comme ça et tout, de pouvoir la voir vivre et d'avoir vraiment l'impression qu'elle est vivante pour moi et de la voir bouger et tout, ça valait vraiment la peine de travailler autant. Vous voyez ce que je veux dire? Rien que pour ça, c'est pas grave si ça se vend pas, c'est pas grave si les gens regardent pas. Ce qui est important, c'est que j'ai pu faire sortir de mon cerveau ce qui existait dans ma tête et que j'ai cru que ça sortirait jamais parce que il y a vraiment une période de ma vie, je vais pleurer, il faut pas, c'est pas bien, mais il y a vraiment une période de ma vie où je me suis dit en fait, je vais... Dans mon cerveau, inconsciemment, j'ai complètement abandonné le fait de devenir bonne en dessin ou en illustration. Pour moi, c'était pas une option, pour moi, je serais toujours moyenne en dessin. Mais en fait, au cours de ces années, j'ai fait ce genre de dessins qui sont des très bons dessins, voilà, objectivement parlant. Je suis passée de pas très bons dessins, mais des dessins quand même, hein, qui ont de la valeur et tout, parce que c'est les miens, et que je les aime, à des très bons dessins. À force de travail, à force d'apprentissage, apprendre toutes les techniques, aller à l'école, malgré le fait que c'était pas facile, parce que c'était pas facile d'être la seule étrangère, c'était pas facile d'être la seule à faire ce que je faisais, puisque j'étais la seule, en fait, même encore à l'école d'animation, je suis la seule qui fait pas ce que les autres font. Et souvent, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Mais ça valait la peine parce que maintenant je sais faire tout ça et je vais continuer parce que je sais faire tout ça et j'ai envie de savoir faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais continuer d'apprendre et je pense que l'année prochaine je vais aller à plein temps à l'école d'animation. Je vais commencer à plein temps en semaine parce que ma fille est grande et on verra où ça me mène, hein, tout ça. Mon objectif ultime c'est de faire donc un dessin animé de sable et de sang pour que ce soit plus accessible aux gens qui ont envie de regarder, même si c'est 3 personnes qui regardent, c'est pas grave, j'ai juste envie de le faire et de pouvoir dire je suis animatrice. D'ailleurs j'ai fait ma carte de visite, figurez-vous, parce que maintenant, aujourd'hui, je me considère vraiment comme une bonne illustratrice qui a vraiment quelque chose à apporter de ma patte, de ma personnalité, et c'était pas quelque chose que je possédais avant. Je vais vous montrer ma carte. Piu Piu m'a aidé. C'est ma petite carte. C'est moi.
Vous voyez, et franchement ça claque, je suis désolée. C'est complètement ma personnalité, c'est complètement moi. Ça représente exactement ce que j'avais dans ma tête au moment de créer le dessin. C'était exactement ce que je voulais faire et c'est un pouvoir incroyable, vous voyez. Et c'est un pouvoir, je suis désolée hein, de lancer la petite pique comme ça, mais c'est un pouvoir que t'as pas avec l'intelligence artificielle par exemple. Mais bon, c'est un autre débat. Mais du coup, ouais, maintenant j'arrive vraiment à me dire, ok, je suis illustratrice, je suis artiste, je suis dessinatrice, c'est bon parce que je connais les bases, je connais mon logiciel, je sais comment faire, je comprends mon style, je sais comment je fonctionne pour dessiner et c'est trop bien. Je suis trop contente. J'ai trop envie de ressentir ça pour l'animation. J'y suis pas du tout. En animation, là, je suis en... Et si je fais comme ça donne quoi? Je rêve en animation de me dire, du coup, pour faire ça, je dois faire ça. Là, je sais pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, le niveau que j'ai en illustration aujourd'hui me prouve que c'est possible et que je fais pas une erreur à 30 ans à faire ça et qu'on peut encore apprendre. Peu importe l'âge que vous avez, en fait, on peut encore apprendre. Il y a longtemps, j'ai cru que c'était trop tard. Mais en fait, on peut encore apprendre. À n'importe quel âge. Je pense que même si j'avais 50 ans, grâce à cette expérience-là, quand j'aurai 50 ans, si j'ai envie de faire autre chose, j'irai à l'école et je ferai autre chose. Parce que c'est possible. Je dis pas que je serai la meilleure, mais c'est possible de faire autre chose en fait. L'âge n'a rien à voir avec ça. Bref, tout ça pour dire que je regrette pas du tout mes choix, que c'est dur parce que... Vous savez comme on dit, ta nouvelle vie va te coûter ton ancienne vie. Et c'est en train de me coûter mon ancienne vie. Parce que je pense que vous vous rendez compte aussi que mes chaînes YouTube sont en train un peu de... Vous voyez, de pas trop s'en sortir. Donc j'essaie de penser à des concepts qui me permettent de continuer YouTube tout en dessinant pendant 10 heures par jour sur ma tablette. On va essayer. Et surtout de continuer YouTube une fois que je serai à l'école à plein temps. Ça va être chaud aussi. Mais oui, la vie comme je l'avais avant, si je veux vraiment me consacrer à mon livre, à mon animation, à mes illustrations, ça va pas être la même chose. Voilà. Ça, c'est le plus dur à accepter, je pense. C'est très très dur à accepter. Le travail ne me fait pas peur. Comme vous pouvez le voir, enfin, je veux dire, c'est indéniable. Le travail ne me fait pas peur. C'est pas ça le problème. C'est perdre des choses pour lesquelles j'ai travaillé pendant très longtemps qui me fait le plus peur. Ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait peur. Et c'est pour ça que je m'accroche. Et je vais m'accrocher encore longtemps, je pense, parce que j'ai du mal à laisser partir les choses. Donc on verra de quoi l'avenir est fait. En tout cas, si vous êtes intéressé par mon livre, il parle About Society. Il est très beau. Je suis désolée, il est magnifique. Il est un peu collant là, parce qu'il a beaucoup voyagé. Mais c'est un très beau livre, ok? Qui parle de la société, analyse de la société, via les yeux de Laure, mon personnage principal. Mais à travers ses yeux, en fait, elle voyage dans un monde où la société n'existe pas, ou, en fonction de votre point de vue, ne s'est pas développée. Donc il n'y a pas de société, parce qu'il n'y a pas de société par opposition, donc la société n'existe pas. Enfin, ça c'est mon point de vue, et c'est un point de vue qui est exploré dans le livre également. Et elle revoit tous les codes de la société en mode est-ce que la honte existe vraiment? Pourquoi je ressens de la honte pour ça? Est-ce que je devrais ressentir de la honte pour ça? À travers les yeux des gens qui n'ont pas de société, les humains asociétaux comme j'aime bien les appeler, mais je pense pas que ce soit français. Merci encore à BetterHelp d'être le sponsor de cette vidéo et de soutenir la chaîne. N'oubliez pas mon lien dans la description pour obtenir une réduction de 10% sur votre premier mois sur BetterHelp. Voilà les tritounettes poilopette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Au fait, j'ai une chaîne de vlog si jamais ça vous intéresse de voir comment se déroule ma vie au Japon, lien en description.